a quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Aujourd'hui, nous explorons les chemins de la paternité avec mon invité Boléwa Sabourin. Il est père au foyer de 2 enfants, c'est son activité principale. Puis il est danseur, c'est son activité secondaire et rémunératrice. Cofondateur de l'association Loba, qui veut dire « parle, exprime-toi », c'est en lingala, une des langues du Congo, où on met l'art au service de la cité, au sens grec du terme. Dans cette conversation intime, Boléwa partage avec audace et surtout vulnérabilité son expérience en tant que père, danseur et homme façonné par des cultures multiples. Il nous emmène dans son monde où la communication se fait au-delà des mots et où le langage du corps, notamment à travers la danse, devient un outil de reconstruction psychologique. Nous discutons notamment du lourd héritage de violences liées au colonialisme et à l'éducation, ainsi que des défis liés à la masculinité et à l'identité culturelle. Boléwa nous invite dans son univers familial depuis ses souvenirs avec un père absent effectivement mais influent, jusqu'à ses propres rôles de père et de partenaire cherchant un équilibre entre fermeté et liberté. La conversation nous plonge dans les eaux profondes de la philosophie de l'Ubuntu et de la gestion des émotions face à son fils. Préparez-vous à un épisode qui ne manquera pas de vous inspirer, de vous bousculer comme il m'a moi aussi bousculé, et surtout de résonner avec tout individu qui s'aventure dans le parcours complexe mais combien enrichissant de la paternité. Restez avec nous pour une discussion sans filtre et sans jugement, où chaque anecdote et détail du vécu de Boléwa Sabourin pourrait bien éclairer votre propre chemin. Commençons tout de suite avec ma première question pour Boléwa. Est-ce que tu peux déjà nous raconter ton parcours et comment tu es devenu danseur chorégraphe ainsi que cofondateur de l'association Loba ? Je vous souhaite une très bonne écoute. Je vais commencer par la danse parce qu'en fait, mon parcours est né de la danse. Mon père est danseur et ma mère était son élève. Et du coup, ils se sont rencontrés dans une salle de danse où mon père donnait cours dans le 20e arrondissement de Paris. Mon père est congolais, de Kinshasa, de Mbandaka plus précisément. Et ma mère est française de La Rochelle, Charente-Maritime. Ils se sont rencontrés là et ils m'ont eu. Et j'ai failli naître dans une salle de danse parce que ma mère a perdu les os dans la salle de danse et en fait ils ont continué le cours de danse à l'hôpital et ainsi je suis arrivé. Donc la danse est un héritage. Okay. Je suis un héritier de la danse. Je suis né de la danse et j'espère que je partirai de la danse et que mes enfants l'héritent aussi, forcément. Je suis danseur depuis ma tendre enfance, mais je suis professionnel vraiment depuis mes 17 ans, c'est-à-dire depuis que je donne des cours de danse. Moi, j'ai surtout appris auprès d'un ami de mon père, Tonton Mouché Maillé, qui était un danseur du Ballet National du Zaïre. Donc, je fais des danses traditionnelles congolaises. C'est ma base. Après, je fais aussi d'autres types de danses. Et puis moi j'ai grandi entre la France et le Congo, je suis né à Paris et après à 1 an mon père m'a envoyé au Congo-Kinshasa sans l'avis de ma mère, donc ce qu'on appelle un kidnapping, et il m'a fait revenir à l'âge de 6 ans parce que ça a pété là-bas, la guerre civile générait beaucoup de violence et qu'on était dans une situation très 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 précaire avec mes grands-parents parce que je vivais avec mes grands-parents là-bas, donc je suis resté 5 ans et puis je suis revenu et il m'a fait revenir ici à l'âge de 6 ans, le dictateur en place allait se faire destituer, Mobutu, et de là j'ai erré comme une âme en peine parce qu'on vivait au gré des petites amies de mon père, parce que mon père était danseur congolais, ça rapporte pas d'argent, et ça a été comme ça pendant jusqu'à peu près mes 15 ans où la dernière petite amie qui était aussi la mère de ma petite sœur a bien voulu me garder. C'est ainsi que j'ai enfin trouvé de la stabilité juste à côté dans le 5e arrondissement de Paris. À part ça, j'ai retrouvé ma mère à l'âge de 11 ans. J'ai grandi sans elle et ça s'est pas très bien passé. À 12 ans, je suis allé vivre avec elle. Elle était partie vivre en Martinique. Elle avait suivi son petit copain de l'époque. Ça s'est pas bien passé là-bas, parce que forcément, quand on retrouve sa mère à 12 ans, on ne la connaît pas. Et à 13 ans, je suis revenu en France. Donc à 13 ans, j'ai fait 3 continents, l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Et j'avais vécu dans le 15e, le 20e, le 5e arrondissement de Paris, Saint-Denis, et puis au Congo, et puis Kinshasa, ouais. Et Shellcher, qui est une ville limitrophe à Fort-de-France en Martinique. Voilà. Et tu avais aussi connu la fuite par rapport à une instabilité politique
Oui, Non, mais c'est par quand rapport même à complètement, par rapport à une situation de guerre civile, surtout. Ah ouais, c'est C'était ça. vraiment de guerre civile, ça tirait dans tous les sens, et puis en fait, beaucoup de précarité, mais aussi beaucoup de joie, surtout. Parce que là-bas, j'étais libre, j'allais pas à l'école. La seule fois où je suis allé à l'école, ça s'est mal passé. Et ma grand-mère, je lui ai dit non, j'aurais pu. Elle m'a dit, de toute façon, t'as toujours fait ce que tu veux. Et j'avais beaucoup de responsabilités parce que on était aussi avec mes cousins et cousines. Ouais, j'étais vraiment libre. C'est-à-dire que je vivais ma vie et je connaissais tout le monde dans le quartier. J'avais 3 ans, 4 ans. Je me baladais et on allait jouer sur les rails. J'étais souvent avec les enfants des rues, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de rue là-bas, dû à la précarité. C'était vraiment mes amis, mes potes. Et ainsi, quand mon père est venu me chercher, ça a été vraiment le désarroi total, parce que je perdais ma famille, mon arrière-grand-mère, dont je porte le prénom, Bolewa, ma grand-mère, mon grand-père, mais avec qui j'avais pas peu de connexion, ma petite cousine et mon petit cousin qui étaient mes sœurs, ma sœur et mon frère, et dont j'avais la responsabilité. Et puis le quartier où je m'étais fait reconnaître, parce que moi là-bas, on m'appelait soit le blanc ou soit le Vunzi, parce que j'étais plus clair que les autres. J'étais un peu moins clair qu'Eliakim, mon fils, mais plus que la moyenne là-bas. Donc pour eux, j'étais un bâtard, et tout le monde le savait. Et puis donc il fallait faire son trou, sa place, et ça passait par être bon à la bagarre et être bon au foot. Être bon à la danse, c'était dedans ou pas? Non, parce que tout le monde danse. Ah oui. Et donc tout le monde est bon, et voilà. Tout le monde est bon, il y a toujours meilleur que soi. Donc tout le monde danse, ça fait partie du folklore, ça fait partie de la culture en général. Du coup, c'est un terrain de masculinité qui est assez stéréotypé, dans le sens faut être fort, quoi. Complètement. Après, c'est un terrain de masculinité, parce que c'est dû à une colonisation qui a été tellement violente, qui a généré du coup donc cette violence. La colonisation, c'est de la masculinité, hein. La prédation des terres, c'est la prédation des corps, c'est la même chose. Et du coup, ce qu'il en reste après, une fois qu'on a fait, c'est que les corps sont violentés, et donc reproduisent de la violence. Le terreau dans lequel on vivait était un terreau de violence, et du coup, la seule manière de survivre à cette violence était de soi-même produire de la violence. Et ça, oui, c'était constitutif de tout le monde. Et du coup, ça a intégré l'héritage culturel d'un peuple qui n'avait pas cette violence-là au départ. Pas forcément. Enfin, pas sous cette forme, ou voilà. En tout cas pas ces pratiques-là, quoi. Totalement. Et ça, oui, typiquement, un truc, la chicotte, c'est un truc qui n'existait pas. La chicotte. La chicotte, c'est le fouet, en fait, avec un sorte de martinet, donc qui est un peu long, comme un fouet, mais mi-long. Et ça, donc on a appelé ça la chicotte. C'est même devenu presque un terme, chicoter quelqu'un. Et donc ça, ce sont les colons qui tapaient ainsi les colonisés, et ce qui, du coup, quand ils sont partis, ils ont laissé cet héritage-là, qui fait que après, les parents chicotaient leurs enfants de la même manière. En pensant que c'était pour leur bien, du coup. Oui, parce que eux-mêmes avaient été éduqués, structurés de cette manière-là, par des gens qui étaient soi-disant des demi-dieux, parce que c'était les Blancs qui arrivaient avec toutes leurs connaissances, leur savoir, leur science. Et donc, s'ils arrivaient à autant nous écraser et à nous dominer, c'est qu'ils étaient plus proches de Dieu que les autochtones. Et donc, les autochtones, forcément, même s'ils se sont rebellés, ils ont quand même gardé certaines choses, parce qu'ils se sont dit, eux, ils sont disciplinés, et ils sont disciplinés grâce à la chicotte. Ils doivent tellement tous se chicoter, et en fait non, ils se chicotent pas, ils chicotent que les autres. Ça, c'est typiquement un héritage de violence qui s'est perpétué, et qui se perpétue encore. Le signe de quand l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, parce que maintenant elle s'appelle comme ça, quand ils mettent un but et qu'ils vont célébrer le but, ils font le signe de la chicotte. Et pour nous tous, on est là, on les a chicotés, on les a tabassés, quoi. T'as marqué, donc ça va loin, hein. Et c'est rentré même dans une forme de culture populaire. Voilà, on fait avec tout ça, mais c'est un héritage qui
qui ne nous appartient pas, dont on se réapproprie. Ouais, après, ici, quand je suis venu ici, après, ça a été la violence institutionnelle, l'école. Donc en France, tu as connu l'école? En France, je suis rentré à l'école. Donc, Okay. je suis rentré à l'école à partir de 6 ans, au CP. Et là, moi, je parlais le lingala. Et c'était très compliqué parce qu'après avoir voulu faire de moi un bon Congolais, mon père a fait de moi, voulait que je sois un bon Français. Donc là, il me chicotait quand je parlais en lingala. Donc le français est rentré très rapidement, même sans accent, même si parfois, du coup, je reprends des accents tellement. Et j'ai fait une CP dans le 15e. Après, je suis parti chez les bonnes sœurs en CE1. Ensuite, je suis parti à Saint-Denis pour le CE2. Et après, je suis venu ici vivre dans le 5e ici, mais j'allais à l'école toujours à Saint-Denis. J'étais le seul qui habitait dans les beaux quartiers et qui allait dans les quartiers dits populaires, donc les quartiers pauvres, à Saint-Denis, pour aller à l'école primaire parce que je voulais pas quitter mes potes, parce que ici il y avait que des personnes blanches et là-bas il y avait toutes les couleurs et au moins j'étais pas le seul noir, j'étais mélangé avec des blancs, des noirs, des arabes, des indiens, des asiatiques. C'était et moi ça me parlait plus parce que ça me rappelait mon quartier à Matete, très populaire et autres où j'avais grandi. Mais finalement après je suis retourné vivre à Saint-Denis, donc je suis resté dans la même école et puis après l'année d'après mon père, parce que je faisais énormément de conneries néanmoins à Saint-Denis, entre des bagarres avec d'autres mecs de quartier où je restais jusqu'à minuit tout seul et avec les gars du quartier à l'âge de 9 ans. Je rentrais en RER à 9 ans, donc parfois je restais jusqu'à 22-23 heures après l'école. Et donc on est revenu vivre ici dans le 5e arrondissement, à Luxembourg, et quand on est revenu, ils m'ont inscrit au collège ici parce ils ont dit là-bas si je vais au collège, là ça va mal se passer. Donc je suis venu au collège ici et puis l'année d'après je suis parti en Martinique avec ma mère dans un collège là-bas. Là-bas ça s'est mal passé, collège et la maison. Donc je suis revenu au collège ici. J'ai fini mon collège ici, puis après je suis allé au lycée et jusqu'à mon baccalauréat que j'ai raté 2 fois. Quand j'ai raté la 2e fois, j'avais la danse comme métier parce que depuis, en parallèle de tout ça, en fait j'ai toujours dansé, même si j'ai toujours bougé, j'ai toujours dansé avec mon oncle, tonton Mouchimaye, et parce qu'il avait 2 enfants qui avaient mon âge, et donc c'était plus intéressant pour moi d'aller danser avec eux que de danser avec mon père, qui lui n'avait que des vieilles personnes pour moi à l'époque, des adultes. Puis des gens pas cool, tu vois. Oui, qui ils bougent bizarre. Alors que nous, on était des héritiers, donc tout de suite, on captait tout, on bougeait facilement. Donc pour nous, on comprenait pas pourquoi ils galéraient. Et puis on était des enfants, donc oui, bien sûr. Ça va aussi plus vite. Et donc à 17 ans, mon oncle m'a donné un diplôme pour pouvoir enseigner. J'ai commencé à enseigner. En parallèle de ça, j'ai passé un BAFA parce que j'ai toujours aimé être avec les enfants. Et j'ai travaillé avec les enfants dès mes 17 ans. Donc quand j'ai raté mon baccalauréat à 19 ans, à 20 ans même, pour la 2e fois, j'ai dit de toute façon, entre la danse et l'animation, c'est ça ma vie, c'est ce que j'aime faire. Donc j'ai fait animateur, et puis même à 21 ans, trouvant que les directeurs étaient nuls, j'ai dit moi aussi je vais devenir directeur. Donc j'ai passé mon BFD, donc brevet d'aptitude aux fonctions de direction. J'étais le plus jeune directeur à Châtillon à l'âge de 21 ans, dans un centre de loisirs. À ce même moment-là, on a cofondé l'OBA avec William Jaboum, mon cofondateur. On a fondé ensemble, donc, et pile à ce moment-là, j'ai un de mes petits frères qui est décédé. J'ai 3 petits frères du côté de ma mère. D'accord. Et j'ai un de mes petits frères qui est décédé. Et ça m'a fait vriller parce que ça m'a fait regarder ma vie rétrospectivement, et je me suis rendu compte que c'était toujours la galère, que j'avais toujours des problèmes, que j'avais du mal à pouvoir rentrer en connexion avec les autres, que j'étais toujours un mouton noir. Et donc c'est ainsi que j'ai fait une énorme dépression et je suis parti en Martinique régler mes histoires avec ma mère. Donc je l'avais pas revue depuis 10 ans, et après avoir réglé mes histoires avec elle, je suis revenu ici et on a développé l'OBA donc de 2007 à maintenant, mais avec des hauts, des bas, des gauches et des droites. À 27 ans, j'ai fait une validation d'acquis d'expérience après être passé dans les milieux politiques, au mouvement des jeunes socialistes, et d'avoir travaillé à la ville de Paris comme chargé de mission et animateur des conseils de la jeunesse, des instances de démocratie représentative au sein des villes. Et
plus ça, plus des activités militantes comme Jeudi Noir, parce que j'étais SDF. Parce que quand j'ai quitté chez ma dernière belle-mère, j'avais personne, donc j'ai fini à la rue ou chez des potes. Ce qui fait que j'ai fait une validation d'acquis d'expérience où j'ai mis tout ça. Je voulais faire des sciences politiques à Paris 1, à la Sorbonne, juste là, à côté, parce que c'est mon quartier aussi, et parce que j'avais beaucoup de potes qui étaient, allés à la fac, et moi, en ayant raté mon baccalauréat, je pouvais pas y rentrer. Donc, c'est comme ça que j'ai pu rentrer en licence 3, licence 1 et M1. Donc, j'ai fait 3 années en une année que j'ai réussi. Et l'année d'après, j'ai fait un master 2 en ingénierie de la concertation, donc en sciences politiques, ingénierie de la concertation, en affaires publiques. Et voilà, j'ai été diplômé de sciences politiques à Paris 1. C'est ce qui Tout en étant danseur. Tout en étant danseur et tout en n'ayant pas le bac. Tout en n'ayant pas le bac. Parce que du coup, j'ai un master, mais j'ai pas le bac. Et t'as pas le bac, c'est énorme. Eh ben dis donc, quel parcours. Ouais, merci. En tant que père au foyer, donc maintenant ta première activité, tu l'as dit, c'est père au foyer. Ouais, tu l'entends. Je l'entends. Et d'un petit garçon qui va pas à l'école. Il va à l'école à la maison. Sujet que je connais bien et que je soutiens. Peut-être qu'on y viendra. En tant que père au foyer, quelles sont les valeurs que tu souhaites lui transmettre à ton fils et aussi à ta fille maintenant? Comment est-ce que cette situation de père au foyer, que toi t'as pas connue, que t'as pas vue en fait, t'as pas eu de modèle de père au foyer, comment tu composes avec ça? Et qu'est-ce que t'en profites pour transmettre du coup? Je suis dans l'inconnu total. Ok. Dans l'impro, quoi. Je suis dans l'impro. Et en tant que danseur, ça m'aide à improviser. Je suis aussi père au foyer parce que j'ai eu une énorme carence affective. Parce que ce que j'ai pas dit dans mon parcours, c'est que mon père était rarement présent. Et du coup, moi, je recherchais toujours sa présence en faisant des conneries. Parce que le seul moyen pour moi de l'avoir, c'était de faire des conneries. Et comme ça, il débarquait, il me tabassait comme il fallait. Et moi, j'étais content. Et puis, il restait un petit peu quelques jours. Et puis après, il repartait un peu à gauche, à droite, faire sa vie. Est-ce que tu penses que c'est te concernant toi, hein, c'est correct de dire que finalement, la preuve d'amour de ton père, c'était quand il venait de tabasser? Totalement, oui. La preuve d'amour de mon père, pour moi, en tout cas, pour moi, c'était comme Zeus, en fait. C'est comme Dieu. Comme dans les écrits bibliques, nous, les êtres humains, on a fait du tort à la planète et à la vie, et donc, du coup, Dieu va nous punir. Sodome et Gomorrhe, tout ça, c'est toute cette histoire, cette mythologie. Donc, pour moi, j'étais vraiment là-dedans, quoi. C'est-à-dire que mon père, je m'en rendais pas compte, je le conscientisais pas. C'est rétrospectivement que je me rends compte que ce que j'aimais, c'était qu'il soit présent et qu'il puisse, finalement, quelle que soit sa présence, je faisais des conneries et il apparaissait et il me corrigeait. C'est non, comme ça qu'on dit. Enfin, tu vois, on peut utiliser les vrais mots, hein, il te frappait. Mais dans mon langage, bien sûr. On langage de l'époque. On dit te corriger, mais en fait, cette correction ne me poussait que à la revivre. Bien sûr. Donc je restais tranquille une semaine. C'était ton lien avec lui en fait. Et c'était exactement ça. C'était mon lien avec lui. C'était c'était cette présence là. Et puis vu que j'avais pas ma mère, c'était vraiment la seule personne. C'était mon seul parent en fait. Et puis parce que parfois, du coup même. Quand les belles-mères, elles en avaient marre et que lui, il n'était pas présent, moi, je faisais des conneries. Donc, elles avaient elles étaient amoureuses d'un mec qui est pas là et qui découche tout le temps. Et donc, on sait qu'il est ailleurs. Et en même temps, elles ont son fils et elles le gèrent. Et en même temps, ce petit fait des conneries à gauche, à droite. Et c'est une tête dure. Elles arriveront jamais à le faire plier. Bon, finalement, des fois, elles en avaient marre et elles appelaient, prends-le. Et ils me prenaient et on partait. Ça ressemble un peu à ce par contre, à ce que je vis avec mon fils, c'est que il y avait ça, c'est que parfois je ratais l'école ou je ratais les choses où je restais avec lui, il m'emmenait dans ces espaces qui étaient souvent des espaces d'artistes, hein, et donc des espaces, on allait en boîte de nuit, on allait voir ses potes dans des bars africains, congolais de l'époque, on restait toute la nuit, moi je dormais sur le canapé, mais j'étais content, j'étais heureux, j'aimais ces moments-là, hein. C'était des moments où moi j'aimais être avec ces gens-là, j'aimais l'ambiance qu'il y avait, et quand j'étais fatigué, je me mettais là-bas, et j'aimais aussi parce que les gens avaient aussi une attention envers moi, et puis c'était les moments où
on me disait que mon père était quelqu'un de bien et de formidable. Alors ça me mettait des fois en colère parce que je disais mais il est avec vous, il est pas avec moi. Ouais. Et en même temps, parfois je me disais bon en fait il est pas si méchant, il est pas avec moi, mais il est avec d'autres et il est utile à d'autres. Donc c'était ambivalent et ça me permettait parfois de ménager des fois mes colères vis-à-vis de lui. Mais c'est vrai que toute cette carence affective qu'il a générée chez moi fait qu'aujourd'hui je ne peux pas me séparer de mes enfants. J'ai un trou béant dans mon cœur que même ma femme ne peut pas remplir. Et il n'y a que la présence continue et de mes enfants qui me permet de vraiment de remplir ce trou, de l'équilibrer par cette surprésence et quotidienne. Hein, et même là, en ce moment, depuis 3 semaines, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et sans ma femme qui est partie travailler et tout ça. Et on est bien. Et on est vraiment bien. Donc voilà, c'est vraiment tout ce gros manque qui fait qu'aujourd'hui je suis père au foyer. Il y a eu ces espaces où mon père m'a emmené à gauche à droite quand il marchait avec moi et que aujourd'hui je reproduis inconsciemment, mais je sais que moi je les aimais. Et mon fils aujourd'hui, même si je lui dis il préfère être là assis à côté de moi que d'aller voir et s'amuser avec même des enfants de son âge. C'est parce que ce qu'il aime le plus, et ça sans moi me dire que c'est vraiment d'être avec moi. C'est même pas d'être avec sa mère, c'est d'être avec moi parce que j'ai toujours une attention. Je suis toujours attentionné, même si j'ai les conditionnements de mon histoire qui font que je suis un père très strict, je suis un père qui peut être sévère et autres, mais il ne connaît que ça, donc il peut pas. Mais dès que je lui dis tu vas aller dormir chez des cousins ou autres, il est en PLS, quoi. Il dit non, je suis obligé de le convaincre. T'en as déjà parlé à ton père de ça directement? Non. En ces termes, non? Ben non, parce qu'en fait, il le sait déjà. Hein. Et puis, deuxièmement, mon père est parti vivre en Uruguay, parce que bon, la fuite n'était pas assez loin. Il est parti vivre en Uruguay depuis une 15aine d'années. Et on a repris contact, on ne s'est plus parlé pendant plus d'une dizaine d'années. On a repris contact quand mon fils est né. C'est quand mon fils est né, j'ai fait une visio. Le lendemain, je lui ai dit, tiens, voilà, ton petit-fils... parce que c'était important pour moi de créer un lien entre mon fils et son grand-père, parce que ma relation avec mon père est ma relation, et lui, il a le droit d'avoir une autre relation, sachant que mon père a très bien compris, et il le comprend tout le temps, surtout en plus éloigné comme ça, parce que tous ses enfants, ils sont ici, il a 3 enfants, une fille, un garçon, une fille, de 3 femmes différentes, et ma mère a 4 garçons de 4 hommes différents, donc ils sont très bien trouvés. Mais après, la visio pour un bébé, oui, bien sûr. Voilà. Pas... Mais c'était important pour moi de créer cette connexion. Et du coup, mon père le sait, et le voit et l'a vécu. Et puis bon, j'ai écrit un livre aussi qui s'appelle La rage de vivre. Et donc, je crois qu'il a reçu une copie et il n'a pas trop aimé. Et donc, il a compris que j'avais beaucoup de griefs. Après, c'était important pour moi de créer une relation entre mon père et mon fils. Parce que quand on devient parent, il y a des choses qu'on comprend aussi. Moi, mon père était immigré dans un monde qu'il ne connaissait pas, qu'il fallait qu'il apprenne à comprendre. Il n'est pas né ici, contrairement à moi. Il n'est pas parfait, moi non plus, je ne le suis pas. Et je pense qu'un père parfait n'existe pas, et ce serait même peut-être chiant, parce que ça nous empêcherait de nous développer à notre manière. S'il fallait que suivre parfaitement le père parfait, ça créerait d'autres carences de l'autre côté. Je pense qu'on a besoin de se perdre pour se trouver. Aujourd'hui, si je suis le père que je suis, c'est aussi dû aux directions que mon père a pu avoir, et que en prenant le temps de réfléchir, de comprendre et de cesser de le juger, je travaille sur moi, ça me permet de passer la meilleure vie possible que j'aurais pu jamais imaginer. C'est d'être avec mon fils dans tous les espaces dans lesquels je suis, parce que l'OBA, je l'ai créé parce qu'il fallait que ça sorte, mais aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, une entreprise d'économie sociale et solidaire qui travaille sur les droits humains en général, la culture, la psychologie et autres, et mon fils peut venir avec moi dans mes bureaux, peut venir avec moi en rendez-vous, et quand il y a des espaces où on me dit non, les enfants sont interdits,
J'ai dit, bah, ok, merci, au revoir. Du coup, j'impose mon style de vie à une société qui est totalement à l'inverse de ce style de vie. Mais encore une fois, c'est grâce à ces carences, c'est grâce à ces choix que mon père a pu faire qu'aujourd'hui, j'ai dû faire des choix et que ces choix aujourd'hui, moi, me conviennent. Les choix que je fais aujourd'hui, elles me conviennent et parce que c'est ce qui m'a permis, moi, de me réparer, de me reconstruire, de me recréer. C'est l'objet de notre dernier projet qui s'appelle Recréation, de se recréer parce que je pense qu'on a toujours besoin de se recréer. Alors, je suis plus réservé sur la... Je trouve ça très, très beau comment tu t'es approprié le truc et comment tu le vis. Après, je pense, tu vois, j'espère que tu as dans la transmission que tu as avec ton fils, mais tu peux lui transmettre ça aussi sans être dans la carence affective. Et ça peut être chouette, tu vois, que lui se dise, en fait, quand on a un enfant, puisque lui, il le vit, on a le droit d'aller partout avec, l'enfant a le droit d'être intégré à la vie des adultes, et c'est chouette, tu vois. Mais tu vois, peut-être que plus tard, il va me reprocher de ne pas avoir passé assez de temps avec des enfants de son âge. À l'école, bien tu sûr, vois. Peut-être. Et c'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas de père parfait. On est bien d'accord. Et aujourd'hui, les manques que mon père a générés, moi, je me les réapproprie de cette manière-là. Mais c'est grâce à toi. Au vu de non, c'est grâce à ce passé-là. C'est pas et ça fait partie de d'une des questions que tu m'as posées que j'ai envie de vraiment. Moi, je fais partie d'une culture. En tout cas, je me suis surtout dirigé vers une culture qui est la culture des Bantous, parce que je suis franco-congolais. Hein, moi, je suis les deux. Celle qui m'a parlé le plus de culture, c'est celle des Bantous, avec une philosophie qui s'appelle l'Ubuntu. L'Ubuntu, c'est une philosophie qui dit je suis parce que nous sommes. Du coup, je suis parce que nous sommes, c'est vraiment dedans, il y a le je, il y a le nous, et qui sont à égalité. C'est-à-dire que si je suis ce que je suis, c'est grâce à ce que nous sommes, c'est grâce à tout ce que nous avons ici aujourd'hui. Si je peux faire ce que je fais aujourd'hui, c'est pas grâce à moi, c'est grâce au fait qu'il y ait énormément de gens qui ont contribué à ce que moi, je puisse faire ce que je fais aujourd'hui, là, à l'instant T. Maintenant, moi, je contribue à un tout aussi global qui fait que mon fils va aussi pouvoir être lui et faire ce qu'il a envie de faire, mais grâce à tout ce que l'on a pu, on a pu faire tous ensemble. Toi, moi et le reste de la structure. Et donc cette philosophie de l'Ubuntu, je suis parce que nous sommes, c'est vraiment moi, là, s'il y a un truc que je veux transmettre à mes enfants, c'est cette philosophie-là. C'est-à-dire que oui, on est des êtres avec un libre arbitre, certes, mais ce libre arbitre, il est aussi conditionné à notre environnement, à tout ce qui nous entoure. Et du coup, on fait des choix on a l'impression que ce sont nos choix, mais ce sont des choix qui sont téléguidés par d'où je viens, et de là où je vis, et de là où je veux aller, ou de ce que j'ai rencontré dans mon parcours. Tout ça est indissociable, en fait. Contrairement aux philosophies plus européennes, où on est soit dans un individualisme qui va jusqu'au self-made man des Américains, où voilà, c'est que grâce à moi, tout est grâce à moi, je m'appelle Zuckerberg et tout ce que je fais c'est exceptionnel, c'est grâce à moi, alors que c'est l'État américain qui a subventionné à balle la Silicon Valley, qui leur permet aujourd'hui de voilà, mais il raconte un mythe, le mythe de l'entrepreneur, hein, comme on dit, un mythe de l'entrepreneur qui serait comme ça presque un demi-dieu, Rothschild à l'époque, tout ça, et de l'autre côté un truc qui serait holiste ou purement de la communauté, et où en fait on n'aurait pas d'individualité, pas de libre arbitre, on serait tous pareils, et du coup on est noyé dans une masse informe qui ne prend pas en compte nos singularités, quoi. Et ça on le voit très bien, hein, dont même là en France, en gros vous avez la droite qui sont des individualistes et la gauche qui serait un peu plus socialiste, communiste, mais plus lié à la communauté, ouais, au bien commun, à l'intérêt général, tout ça. Et en fait, en gros, on a cette séparation. Voilà. On a une séparation comme ça, et dans nos vies, dans nos têtes, tout est construit comme ça. On dit non, on n'est pas binaire, nanana, il y a de la nuance, zéro. Et ça, c'est du bullshit, du blabla. On est vraiment dans une séparation, il faut choisir son camp. Soit on est individualiste, on fait son argent, soit on s'intéresse à l'intérêt général, et là, il faut s'appeler la
Abbé Pierre, il faut être des martyrs pour la communauté. Faire de l'argent tout en travaillant sur le bien commun, non, ça c'est pas possible, ça n'existe pas. Si on est sur le bien commun, on doit être pauvre, on doit être presque des moines. Par contre, si on fait de l'argent, là par contre, non, il faut qu'on soit des Elon Musk, des Zuckerberg, des Bill Gates et tout ça, des Bernard Arnault, parce qu'on oublie ces gens-là. Souvent, on pense aux Américains, mais chez nous, voilà. Et en fait, nous, dans cette culture de l'Ubuntu, dans cette culture bantou, il n'y a pas de dissociation en fait. C'est vraiment un tout. Je fais partie d'un tout, mais il n'y a pas de nous s'il n'y a pas de je. Il y a pas, si moi je ne démarre pas, si moi je ne suis pas en action, le nous ne va pas exister parce que pour être nous, il faut déjà commencer par un. Mais un nous fort va rendre les jeux encore plus fort. Et du coup, c'est cette réflexivité entre le je et le nous tout le temps, en fait. Et cette pensée de vraiment de moi, ok, je pense à moi, mais je pense à moi dans un contexte du nous. Et du coup, comment le nous va aussi, je vais pouvoir prendre dans le nous pour continuer, moi, à me développer individuellement. C'est vraiment ça qui, moi, me traverse et me porte au quotidien dans tout ce que je fais. Si on regarde rétrospectivement avec tout ce que je fais, c'est vraiment ça. Moi, aujourd'hui, je travaille avec des femmes qui sont victimes de violences sexuelles sur la danse comme outil thérapeutique, mais c'est aussi pour réparer, moi, les carences affectives liées aux relations avec les femmes que j'ai pu avoir, dû à mon rapport avec mon père et sans ma mère et tout ça. Tout ce que je fais quand je suis avec mon fils, c'est aussi ça. Et en même temps, je partage nos histoires avec mon fils sur les réseaux sociaux parce que je sais que je fais partie d'un nous et que du coup, que ça puisse être utile aussi à d'autres qui pourraient être tentés. Et je sais qu'ils viennent souvent me dire en cachette « Ah, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aime beaucoup être commenté avec toi. » Et en fait, nous, on est naturels, on ne cherche pas, tu vois. Mais j'ai toujours cette double conscience du je et du nous. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est grâce à mon père qu'aujourd'hui, je peux être là aujourd'hui avec mon fils au quotidien. Je me suis laissé porter parce que je trouvais ça hyper intéressant. Mais du coup, en fait, alors soit j'ai pas bien compris le truc, mais c'est pas que grâce à ton père, c'est aussi grâce à toi. Ah, mais c'est aussi grâce aux gens que tu as croisés, parce que moi j'ai plutôt tendance à dire qu'on est à la somme aussi de nos expériences et de nos rencontres, etc. Alors je sais pas si ça peut s'inscrire dans la logique Ubuntu, mais tu vois, nous qu'on parle par exemple des violences qu'on a connues étant enfant, notamment les coups, etc. On peut séparer, mais sans forcément dissocier le fait que d'une part, tu as un père qui a fait ce qu'il a pu avec ses bagages, et je parle pas spécialement du tien, ça marche aussi avec le mien, avec ses bagages, etc., avec les connaissances qu'il avait, avec son cadre de vie et ses propres blessures. Mais de notre côté, ça n'empêche pas le fait qu'à un moment, tu as un enfant qui est victime de violence. Tu vois, et qu'on peut reconnaître la violence et la condamner tout en comprenant comment est-ce qu'elle s'est créée, comment est-ce qu'elle a été amenée. Et ça se dissocie pas forcément. Tu vois, c'est-à-dire qu'on peut... Du coup, est-ce que ça s'inscrit dans ce genre de logique ? Dis-moi, parce que je ne vais pas dire de bêtises. Non, mais oui, parce qu'en fait, on reconnaît un fait qui sont les violences subies par l'enfant. Et en même temps, pour mieux les comprendre et les traiter, il faut comprendre justement comment elles sont arrivées. Et moi, par exemple, dans mon cas, comme tu disais, mon père, il est né au moment du colonialisme. Et comme je te disais tout à l'heure, les colons chicotaient les colonisés. Et donc, du coup, mon grand-père, lui, quand il allait à l'école, il se faisait chicoter par des jésuites, des machins. Pour eux, c'était ça l'éducation. Donc ensuite, lui, il le faisait. Moi, mon père, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais de correction, parce que moi, mon père, quand il faisait acte de violence, il faisait pas acte de violence par méchanceté, en fait. Oui, bien sûr, mais comme beaucoup de parents. Il était... Ouais, mais... Tu vois, oui, peut-être, mais en tout cas, moi, j'ai vu des parents frapper gratuitement leurs enfants. Parce que, quand je dis gratuitement, c'est que ils sont juste en colère et basta. Moi, mon père, si je ne faisais pas de conneries, il venait pas me taper. Oui, puis dans l'absolu, oui, non, mais après, je ne le voyais pas. C'est juste ça. Oui aussi. Si il me tapait pas, c'est que je ne le voyais pas. Ou parfois, quand je le voyais,
quand je le voyais et que et que j'avais pas fait de conneries, on était ensemble et puis c'est tout. Et c'est pour ça que je ne dissocie pas la violence que j'ai subie. Je la remets dans un contexte pour comprendre du coup comment elle était faite et d'où elle provient. Pour que moi-même, parce que le truc c'est quoi? C'est que moi dans mes ateliers de danse comme thérapie, les femmes disent souvent on ne donne que ce qu'on a reçu. Voilà, moi c'est une phrase qui m'a souvent tellement affirmative qui m'a souvent et en fait quand on prend le temps, mais on a été conditionné. Oui. On a été conditionné. Le conditionnement, c'est un truc qui s'inscrit au fin fond de notre cerveau, qui est une graine qui se plante et qui va mettre des années à pousser et à structurer toute notre matrice. Si on veut détricoter, on pourra, mais il nous faudra toute une vie pour la détricoter. Mais néanmoins, dans la vie de tous les jours, on n'a pas le temps de la détricoter, donc il y a des choses qu'on se met en pilote automatique, et quand on est en pilote automatique, qu'est-ce qui ressort? Eh ben, c'est ce conditionnement-là. Et là, finalement, elles ont raison. On ne donne que ce qu'on en a reçu. Et du coup, mon père, lui, sa manière d'être un bon père, c'était de me frapper et de me corriger. Il était dans la correction. Il n'était pas dans quelque chose... Moi, il y a des histoires de pères où ils rentrent à la maison, les enfants sont assis devant la télé, et il dit « Ah, comment ça, vous êtes sur ma chaise ?» et bim, bam, boum, il les frappe. Moi, mon père, ça a jamais été ça. C'est qu'il a été conditionné d'une certaine manière. La manière d'un enfant, on fait comme ça. Bon, ben, ok, moi, j'ai ce conditionnement-là aussi. Parce que du coup c'était aussi la question qui allait suivre. Tu vois, c'est toi, t'en fais quoi de ça? Mais c'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que je te parle de l'Ubuntu, parce que on n'est pas dans la dissociation, parce que si on dissocie, on ne comprend pas nous, et du coup, on ne peut pas nous-mêmes travailler sur notre propre conditionnement. C'est-à-dire qu'on peut réfléchir les sujets séparément, mais on ne dissocie pas les sujets. J'en arrive à la question que je me pose, et toi, avec ça, tu fais quoi, tu vois, dans ta relation avec ton fils, quand tu fais une bêtise, est-ce que tu as ces relents? Moi, genre, pour te mettre peut-être un petit peu plus à l'aise avec la question, je n'ai jamais frappé ma fille, je ne compte pas le faire, et par contre, même en ayant fait une thérapie, etc., tu vois, tu parlais de conditionnement qui remonte des fois en pilote automatique. Bon, après, il y a des sujets comme l'enfant blessé et tout. Voilà. C'est pas le sujet là, mais je renvoie vers mon épisode avec Brigitte Auriol, le numéro 120. Mais tu vois, par exemple, j'ai déjà eu des envies de mettre des gifles, quoi. De mettre les coups que moi je prenais dans les mêmes trucs, tu vois. Quand je laisse ma fille me répondre, alors que consciemment, je la laisse me répondre parce que je veux qu'elle apprenne que sa voix est puissante et qu'elle a le droit de l'exprimer dans ses interactions, même avec des gens qui ont plus de pouvoir qu'elle, moi en l'occurrence. Des fois, tu vois, j'ai ce truc de putain. Tu vois, moi à l'époque, j'en avais pris une et tu sais, elle arrive, quoi. Alors toi, comment est-ce que tu peux dealer avec ça? Déjà, je fais du mieux que je peux. Ouais. Ça, c'est un bon début. Ouais. Je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai, vraiment, parce que ça aussi. Encore une fois, comme je disais, il n'y a pas de parent parfait, il n'y a pas de père parfait, et c'est ce que je me suis rendu compte vraiment en ayant mon fils, et c'est pour ça que j'ai repris lien avec mon père. Après, ensuite, moi il m'est arrivé de lui taper sur la main, parce que pour moi, je savais pas quoi faire d'autre pour qu'il comprenne que là, il avait dépassé la limite. Après, néanmoins, à chaque fois, c'était quelque chose qui me déchirait de l'intérieur, où j'avais envie d'aller pleurer derrière, après l'avoir fait. Donc je me sentais doublement stupide, pas doublement stupide, mais en tout cas je me sentais mal de ne pas avoir réussi soit à me contrôler, ou soit avoir trouvé les mots, ou soit réussi à ce qu'il ne dépasse pas la ligne rouge. Évidemment, ayant vu ces réactions et déjà ce que ça a généré chez moi petit, ce que ça génère chez moi adulte, ce que ça génère aussi chez ma femme, parce que je suis pas tout seul, hein, on est une famille. C'est quelque chose qui ne me plaît pas. Je me suis néanmoins souvent dit que, parce que forcément on se compare, on écoute, on entend d'autres choses, et des fois j'entends des parents avoir des propos beaucoup plus violents pour moi qu'une tape sur la main. Parce que je sais que moi, par exemple, les choses qui m'ont le plus, moi, blessé quand j'étais petit, ça a été des mots, des phrases que mon père a pu dire. Donc ma personne référente qui a pu me dire sous le coup de la colère, mais qui sont restés beaucoup plus longtemps que des coups physiques en fait. Et donc j'ai aussi ce truc de il y a quelque chose qui va sortir. Alors
Maintenant, en vieillissant, parce qu'aussi il vieillit, ça c'est quand il était plus petit, vu qu'il vieillit, qu'il a aussi il a aussi beaucoup plus de réflexion, de conscience et autres, et qui sait aussi à ce moment-là, parce que mine de rien, le fait d'avoir vécu ces expériences-là ensemble, il fait qu'il sait que là, potentiellement, il peut arriver quelque chose qu'il n'a pas envie que ça arrive et que moi non plus. Alors, je me crispe de tout mon corps pour ne pas le taper. Et lui le ressent. Et tu sens bien cette pulsion aussi. Qui monte, quoi. Ah, mais cette pulsion, elle est là. Elle est là. Elle est là, elle est présente. Mais je ne la cache pas. Je ne la cache pas. Je pense que c'est je la vis, mais je la vis devant lui, je lui montre et je me contrôle, je serre les dents, il y a tout mon corps et il me connaît mieux que personne. Donc tout de suite, il prend conscience et c'est comme une forme de violence que je lui transmets et que là, oui, pour moi, il a dépassé les bornes et que je veux pas qu'il dépasse ces bornes. Et tu lui expliques après ce qui se passe en toi à ce moment-là ? Ah oui. Ouais, non, lui et moi, on se parle normal. Non, parce que ce que je veux dire, c'est que s'il te voyait juste tendre, il pourrait juste avoir peur. Ah non. Alors que là, il voit qu'il voit un homme, son père, qui est en lutte avec une émotion, une pulsion forte. Et, moi, je lui dis, ça me met en colère, j'essaie de me contrôler, tu vois, j'essaie de pas te taper, parce que moi, c'est comme ça que j'ai grandi. Là, si t'avais été au Congo, t'en aurais pris 2, et si c'est pas moi, ça aurait été quelqu'un d'autre, et personne n'aurait rien dit. Parce que là, on considère que c'est pas... soit c'est dangereux pour toi, ou soit c'est quelque chose... Et donc, c'est quelque chose qui là-dessus, lui et moi, on vraiment... Après... j'ai découvert il y a très peu de temps que, comme ils disent, je suis neurodivergent et du coup, on doit faire des tests, mais c'est aussi à cause de lui parce qu'il allait trop vite par rapport à... Donc, on est allé voir les psys et tout. Et en fait, moi, je te parle toi comme je lui parle à lui. Tu vois, je descends pas mon niveau de langage. T'as pas de filtre. Il n'y a pas de filtre. Et je n'arrive pas à avoir de filtre avec qui que ce soit. Parce que je suis neurodivergent et que j'arrive pas à mettre les gens dans des cases et avoir... je peux... parler différemment, mais c'est en fonction de comment tu me parles et qu'est-ce que tu attends de moi. Du coup, si tu pousses la réflexion, je pousse la réflexion. Si on parle en mode quartier, on parle avec un niveau de langage beaucoup plus bas, je serai comme ça. Je l'ai découvert il y a très peu de temps, malheureusement, mais les enfants nous font découvrir des nouvelles choses en nous. Et donc, du coup, moi, je lui parle très normalement. Et des fois, ça choque même les gens, des fois dans la rue et autres, ils disent « mais c'est un enfant, comment ?» Écoutez, occupez-vous de vos enfants, laissez-moi m'occuper du mien. Et donc ça fait que toute cette violence, je lui partage, on se parle, et je lui dis, et parfois, vraiment, je sens qu'il veut tester ou il le fait. C'est de la relation, enfin, tu vois, Et après, c'est à moi de voir. Moi, des fois, c'est plus, il me teste et il a envie de voir qui va craquer de nous deux. Et si moi, je le tape, c'est que j'ai craqué et que c'est lui qui a gagné. Et du coup, ça lui donne aussi confiance parce qu'il voit jusqu'où il peut aller et il repousse toujours les limites. C'est quelque chose qu'on a, un truc tout bête. Hein. Lui, il dit « wesh, papa » et je lui dis « wesh, mon fils ». Et en fait, il dit ça juste comme ça. Puis après, il va dire « wesh, papa ». Je dis « wesh, mon fils, wesh ». Et il tient. Et on peut tenir 15 minutes comme ça et je veux juste voir jusqu'où je vais craquer. Et des fois dans ces bêtises c'est ça, parce que on est tellement en fusion que parfois pour se détacher, pour grandir, il a besoin de voir où lui il se situe et comment il se situe par rapport à moi, et si moi je vais vraiment, encore une fois, je vais craquer. Et aujourd'hui, tout mon travail que je fais, c'est de voir comment justement je peux avoir ces excès de colère qui m'arrivent et dont j'essaye de me contrôler. Je les vis, je lui partage, il le sait, il se calme et je lui dis tu veux qu'on en arrive là? Et là il me dit non papa, je veux pas. Donc il redescend. Voilà. Donc ça aussi, ça nous mais toi a non plus aussi... t'as pas envie d'en arriver là. Non, tu vois, évidemment. Mais ça nous a permis aussi qu'ils me connaissent, qu'ils sachent d'où je viens, avec quoi j'ai grandi, et que du coup qu'est-ce que ça peut générer. Et au moins, dès maintenant, tu vois, à 3 ans, il sait. Il demande, est-ce que tu as envie qu'on en arrive là? Il me dit, non, j'ai pas envie qu'on en arrive là. Donc tu redescends. Il redescend. Et moi, j'en ai pas envie. Donc du coup, je peux lui demander aussi à lui directement. Je peux lui faire part. Du coup, vous arrivez à ne pas en arriver là. Et du coup, on arrive à ne pas en arriver là. Et c'est ça qui est génial, tu vois. Mais il a fallu qu'on passe par là. Et si j'étais pas passé par là, en fait, je pense que je lui aurais dit des mots
qui aurait été plus violent que le fait d'être passé par là. En tout cas, bien sûr, pour moi, dans ma trajectoire. De toute façon, il y a différentes formes de violence. Avant de passer à la suite, je voulais juste ouvrir une parenthèse qui m'a vraiment sauté aux yeux quand tu parlais du chicotage. J'ouvre la parenthèse, je la refermerai assez vite, c'est que juste que, tu sais, entre blancs, quand on parle des violences éducatives, etc., comme souvent sur des sujets, on peut regarder les pays africains de tous bords, parce que l'Afrique n'est pas un pays, hein, c'est un continent. Je vous renvoie à l'épisode avec Prisca là-dessus. Mais c'est vrai qu'on peut souvent se dire, dis donc, t'as vu la violence quand même. On sait que là-bas, les châtiments corporels, c'est assez violent et tout, sauf qu'en fait, c'est un héritage qu'on leur a donné, quoi. Et je pense que c'est important aussi de prendre ce recul-là quand on parle de ces sujets, parce que je vois souvent, encore une fois, dans les discussions que je peux avoir avec mes pères blancs, mon père PIRS, que on regarde encore une fois sans se poser de questions sur comment c'est arrivé dans cette culture, tu vois. Alors qu'en fait, ça vient de nous. Oui, complètement. Ah non, mais ça... mais tu vois, moi qui suis, qui a les deux cultures, qui est mélangé, franco-congolais, moi, les plus grandes violences, encore une fois, que j'ai vécues, sont été les violences liées avec des personnes blanches. Parce qu'elles étaient insidieuses. Justement, c'est ce que je voulais te demander. Je ne les comprenais pas, okay. Ou parce que c'était des mots qui blessent. Parce qu'on utilise la langue sous prétexte de ne pas utiliser le corps. Et en fait, enfant... c'est encore beaucoup plus dur d'être rabaissé, d'être écrasé. Moi, mon père, il me disait jamais des trucs de toutes les manières, t'es un idiot, tout ça, tu finiras à la poubelle. Non, il me tapait, il me disait travaille. Pour lui, c'était de l'empowerment. En gros, t'es en train de dévier, il te corrige et te remet dans le droit et il te pousse. Ouais. Alors que avec ma mère, avec mes belles-mères, avec mes grands-parents, c'était des mots qui venaient piquer ton cœur et qui venaient s'inscrire dans ton cerveau et petit à petit, plus tard, t'affaiblir et te rendre encore plus vulnérable que tu n'es. Et ça, moi, c'est vraiment, s'il y a un truc qui m'a... Je ne suis pas pour les châtiments corporels ou pour la violence physique, on vient d'en parler, mais on a enlevé dans l'éducation occidentale blanche, on a enlevé les châtiments corporels et on les a remplacés par des châtiments verbaux et psychologiques. Et il y en a une qui en parle énormément, qui s'appelle Bellux sur les masculinités, et elle dit souvent que les mères, à défaut de taper, souvent ont des propos qui sont beaucoup plus violentes et qui vont parfois faire plus de dégâts auprès des enfants que les coups qu'ils ont reçus par les pères. Et pourtant, pour moi, les coups m'ont énormément blessé. C'est pour ça aussi que je travaille sur la danse comme outil de reconstruction psychologique, parce que le corps n'oublie rien, comme dit Bessel van der Kerk, mais la psyché encore moins. Et les phrases qui viennent te blesser, elles résonnent dans ta tête et dans ton cœur pendant vraiment des années et des années, même encore étant adulte. On peut parler avec certains qui disent « Ah, ma mère, elle me disait ça, mon père, il me disait ça. » Encore une fois, c'est pour ça que... En Europe, on est très fort dans la dichotomie. Et moi, j'aime cette Ubuntu parce qu'elle permet de remettre tout ensemble. Non, les châtiments psychologiques et verbaux ne sont pas moins douloureux que les châtiments corporels. C'est juste une autre voie de violence. Mais c'est une autre voie de violence. Et pour moi, elles sont même pires. Elles durent beaucoup plus dans le temps. Elles s'inscrivent plus durablement dans les têtes et dans les corps des individus, là où le corps, par le sport, par les activités physiques, petit à petit, on peut s'en réapproprier plus facilement, alors que la psyché, les phrases que m'ont dit mes profs quand j'étais jeune, aujourd'hui encore, elles sont encore là, elles sont encore physiquement bien présentes. Donc, et tu vois, aujourd'hui, dans notre État français, on peut condamner les violences physiques par la loi, mais on ne peut pas condamner les violences verbales. Comment tu t'arrives à les capter? Si tu as un coup, moi, quand je pouvais pas m'asseoir sur ma chaise parce que j'avais pris des coups de ceinture, c'est clair, c'est net, c'est précis. C'est ce que Philippe Haïm, dans l'épisode sur le harcèlement scolaire, définit comme différence entre les violences objectives, c'est-à-dire que je peux montrer. Par exemple, j'ai une blessure à l'œil, j'ai une blessure à l'arcade, etc.
et les violences subjectives qui sont à l'intérieur, et où là c'est beaucoup plus compliqué. Ok, est-ce que la danse ça t'aide du coup quand tu as ces pulsions? Parce que je me dis, tu vois, avec est-ce que ton corps, est-ce que tu arrives à évacuer ça dans le corps? Est-ce qu'après à ce moment de crise vous dansez, ou est-ce que toi tu le revis après? Comment est-ce que ça peut s'exprimer? Non, c'est clair que C'est la fameuse soupape, tu vois. Totalement. Bon, après, on vit dans un petit espace, donc on peut danser, malheureusement. Mais c'est vrai que nous, la soupape, elle est à l'extérieur. Quand on sort, quand on va aller danser, justement, il a dit, on va danser. Parce que hier, on allait danser, avant-hier aussi. J'ai des ateliers, des cours de danse, tout ça, et il est avec moi. Donc, c'est aussi dans ces espaces-là que lui-même, il peut se lâcher, que moi aussi. Après, son multisport avec son club de sport. On a ces espaces-là qui nous permettent de relâcher. Et oui, mais c'est vrai que la danse est un espace pour nous pour pouvoir libérer de la tension, ça c'est clair. On a dit beaucoup de choses et on est allé sur plein de sujets vraiment hyper intéressants où j'étais pas pensé à aller, tu vois. Donc j'avais pas pensé à aller, et donc je te remercie parce que c'est toujours les moments importants comme ça qu'on partage sans être prévus qui sont souvent les plus intéressants. Et du coup, la question que j'aimerais te poser pour finir, c'est pour les parents qui nous écoutent, peut-être même les pères, tu vois, qui ont vécu, parce que bien souvent aussi, les violences physiques notamment, y a un sujet de genre dans le fait d'avoir vécu plus ou moins fortement. Mais globalement, les parents, quelles pistes tu pourrais donner pour prendre peut-être conscience et accompagner ces choses avec lesquelles on doit dealer tous les jours dans notre parentalité, qu'on aimerait ne pas reproduire? Toi, tu vois, peut-être dans l'expression du corps, je sais pas, qu'est-ce que tu aimerais transmettre, aux parents qui nous écoutent pour les aider à avancer sur ce chemin de parentalité qui est souvent pas si évident que ça? Alors, transmettre, je sais pas, conseiller sûrement pas, mais moi, je peux juste parler de mon expérience. C'est déjà la prise en compte de ce conditionnement. C'est pour ça, je parlais tout à l'heure, de ce conditionnement, de sortir du déni, d'en parler. D'en parler, quand je dis d'en parler, c'est vraiment, moi, ce qui m'a permis, c'est de le dire, en fait, c'est de le dire à ma femme, de le dire à mon fils, de le dire à mes potes, et puis surtout, j'ai créé un groupe qu'on a appelé les masculinités, et où on se parle aussi justement de ces questions-là, parce que ça a construit notre masculinité. C'était ça, être un homme, c'est tu prends des coups et puis t'en rigoles. Et oui, on en rigole, mais on parle du coup de qu'est-ce que ça a généré chez nous et comment aujourd'hui on doit dealer avec ça dans l'éducation de nos enfants, sachant que moi comme j'ai dit, j'ai pas envie de taper mon fils, c'est pas une vie, mais c'est vrai que du fait qu'il est tout le temps avec moi, du fait que aussi j'ai cette histoire, je suis très strict avec lui et puis aussi du fait qu'on est noir tout simplement, et où dans un monde de blanc on se doit de surperformer et on se doit d'avoir une attitude et un savoir-être qui est 2 fois supérieur à la moyenne, parce que on ne nous ratera pas à la moindre écartade, on sera mis de côté, vilipendé ou écrasé. Et pour ne pas nous-mêmes écraser, ne pas nous-mêmes vilipender et ne pas nous-mêmes écarter les gens, il nous faut être deux fois meilleurs dans notre savoir-être, dans notre capacité à nous gérer dans la société et à trouver notre place dans la société, de manière à ce que on ne subisse pas et on ne fasse pas subir, et qu'on soit plus en position de potentiellement faire subir pour ne pas finalement à faire subir. Et pour cela, mon fils, c'est vrai que j'ai une demande qui est d'être strict, qui est d'être dans sa manière d'être, dans son comportement, dans la politesse, dans toutes ces choses-là, qui fait que des fois, par exemple, s'il te dit pas au revoir, c'est un truc, je vais vraiment ne pas être content, et je peux arriver à lui dire, est-ce que tu veux qu'on en arrive à là? Et là, il va dire non papa, alors tu dis au revoir.
au revoir. Et là, on redescend. Parce que c'est des espaces où moi, c'est vraiment, je ne supporte pas qu'ils ne puissent pas avoir cette attitude de toujours reconnaître la personne qu'il a en face et donc lui dire bonjour, lui dire au revoir. On ne demande pas de faire des câlins, on ne lui demande pas d'être amis, mais qu'il le reconnaisse, on a passé du temps ensemble, qu'ils disent bonjour, qu'ils disent au revoir, où on rentre, on est en connexion, on est des êtres humains, on se voit et donc ce truc-là fait que parfois il va dire au revoir, mais il va regarder dehors et il va dire au revoir pour dire en gros j'en ai rien à faire. Et ça c'est pareil, prise en compte de la personne, on regarde la personne, on lui dit au revoir, ça prend 2 secondes, on s'en va. Et ça, il sait que ça me turlupine. Et ça, je vais serrer les dents, je vais lui dire ça, tu connais, tu sais que ça, papa, c'est pas possible en fait. Ça ne passe pas. Et à côté de ça, il a d'autres espaces où il a une liberté où les gens ils disent mais Boléwa, attention. J'ai dit non, donc on deal avec tout ça. Moi, je lui donne des espaces de liberté que d'autres parents ne donnent pas pour le même âge. Et en même temps, j'ai des espaces où je le contrains beaucoup plus que d'autres parents qui ne le contraindraient pas. Et ça, c'est vraiment dû à mon histoire. Et donc, je lui en parle, j'en parle à ma femme, j'en parle avec mes potes, avec le groupe des masculinités, de manière à entendre comment eux, ils dealent avec ça. Et en fait, en prenant de toutes ces histoires, de toutes ces personnes, j'arrive plus ou moins, moi aussi, à avancer et à cheminer vis-à-vis de toutes les questions qu'on a parlé et vis-à-vis surtout de toutes les violences qu'on a pu subir et on peut potentiellement faire subir à nos enfants. Et cette pression, cet enjeu que tu ressens vis-à-vis de ça, si j'ai bien compris, c'est vraiment un sujet de couleur de peau, de culture, de culture, enfin d'intégration. Non, parce que nous, non, mais c'était pas le bon mot. On est français depuis des siècles et des siècles. C'est juste notre couleur de peau qui est différente et l'altérité du coup que les personnes dans la manière dont ils nous conçoient. C'est un sujet de représentation, quoi. Oui, c'est un sujet de représentation et d'être aussi, d'être au monde. C'est-à-dire comment les autres me perçoivent et comment moi j'ai envie qu'ils me perçoivent et du coup quel comportement je vais avoir pour que en tout cas moi je sois le mieux aligné avec la manière dont je veux être perçu. Si les autres ne me perçoivent pas comme ça, ce n'est pas mon problème. Ça ne m'appartient plus. Moi, j'ai tout fait pour qu'ils me perçoivent tel que je suis à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment dû à notre multiculturalité. Moi, je parle en lingala avec lui, on parle en lingala dans la rue, ou là, avec les gens, tout le temps. Mais, par exemple, c'est mieux perçu si je parlais en anglais avec lui, ou en espagnol. Par contre, en lingala, on sent des crispations, on sent les gens se sentent rejetés. Alors qu'en anglais, ils comprennent rien, mais ils ont l'impression que c'est classe. C'est intéressant parce que du coup, c'est des enjeux qui seraient peut-être pas là, soit dans une société différente, en tout cas dans une société différente où il n'y aurait pas justement ces discriminations. Ces enjeux seraient peut-être pas là, ou en tout cas, ça te crisperait pas autant parce qu'il y aurait peut-être pas autant d'enjeux derrière. Oui, peut-être. Après, on fait avec ce qu'on. Bien sûr, non, mais il y a pas. Donc, il y a zéro jugement, tu vois. Merci beaucoup, Boléwa. Merci à vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.